Alaikum, bonjour. Salam, bonjour. Alors, chère madame, pourrez-vous tout d'abord vous présenter? Donc, c'est Khalida Bousdira. Je suis chercheur dans le domaine des énergies renouvelables et spécialement, euh, je m'occupe particulièrement de l'aspect lié à la biomasse, donc à la D'accord. bioénergie dans les espaces oasiens. Mhm. Et je suis présidente aussi d'une association qui s'intéresse à l'éducation environnementale, Super, qui s'appelle? JAD. Jade. Alors Jade, ça veut dire quoi? JAD, alors c'est Association de déontologie environnementale l'Idil al-Mustaqbel. D'accord, déontologie environnementale, c'est très intéressant. Ça veut dire que pour vous, l'environnement, c'est vraiment une histoire de comportement et de principe. De comportement, d'éthique, de principe, tout à fait, D'accord, de alors valeurs. quels sont les principes que vous défendez, pour le coup? Ben, le partage, l'acceptation de la Tout à différence, fait. l'échange intergénérationnel, Intergenre aussi? intergenre aussi, interreligieux, l'échange Super. interreligieux. Mhm. euh, euh, Voilà, on sent qu'il y a la notion d'échange et tolérance, si de je devais tolérance, tout à résumer. fait, Bah, tout c'est à génial. fait. Voilà, ça c'était pour la petite Respect des ressources, respect des ressources et tout. voilà. Et comment ça se passe on va faire cette petite digression parce que c'est très intéressant. Oui. Comment vous procédez? Vous travaillez comment? Alors, c'est une association très récente. Mhm. On a eu l'agrément en février 2019 et D'accord, on a démarré nos activités petit à petit. On a essayé de programmer des activités éducatives avec les enfants, mhm. enfants, mamans. C'est la Super, population qui d'accord. est ciblée Qui est ciblé, essentiellement. ouais. Voilà, donc c'est des activités éducatives, dessins, travaux manuels, des activités sportives aussi. Faites des sorties sur terrain un petit peu? Donc, je suis en train d'évoquer un peu l'historique D'accord, des activités qu'on a menées. On a commencé avec ça, donc au cours de Ramadan de l'année passée. d'accord. Et puis, l'objectif de l'association, c'est de mettre en place une plateforme qui héberge justement toutes ces activités en respectant les valeurs que nous venons d'évoquer. Mhm. Donc on a démarré, ça fait pas longtemps, il y a pas plus loin ça fait 2 mois. Mhm. Ah oui. Donc on a commencé avec des cours de soutien scolaire pour les enfants, des activités sportives, voilà. C'est très bien parce que pour Des le coup, sorties pédagogiques aussi. En on, fait, il y a beaucoup de voilà, choses à faire. on se rejoint sur notre conception de l'environnement, parce que vous avez parlé environnemental, mais l'environnement, on va dire peut-être la définition la plus simple, c'est tout ce qui nous entoure, nous Tout à influence, fait. que nous influençons et que nous entourons. Donc du coup, parce que c'est vrai que je comprends mieux pourquoi vous parlez de déontologie. C'est vrai qu'en Déontologie. général, quand on vous parle de sensibilisation à l'environnement et tout, on a toujours l'impression qu'on va apprendre aux enfants ramasser les déchets, planter des arbres et ça Non, s'arrête là. non. Or, on est C'est d'accord. plus grand, c'est le respect de l'autre, Ça veut dire c'est le travail de groupe, c'est le travail vous en allez pas vous équipe. limiter à traiter les symptômes, vous allez directement à la maladie. À la maladie, tout à D'accord. fait. Et le côté éducationnel et Voilà. déontologique est primordial. C'est le nerf de la guerre, en Bah, fait. je vous rejoins à 100% sur cette démarche. Alors on va revenir à une autre énergie. Oui. Donc là, on est dans l'énergie sociale, ce qui est important. Donc, expliquez-moi un petit peu votre cheminement, justement, comment vous avez fait cette relation entre votre parcours apparemment d'agronome D'ingénieur en agroalimentaire. agroalimentaire Voilà. et je Voilà, vous laisse donc expliquer. à la sortie donc, de l'université, donc ma première expérience professionnelle était en qualité d'assistante de projet dans un projet qui s'intéresse à la conservation de ressources phytogénétiques du palmier dattier. D'accord. C'est un projet international. En Algérie, il était localisé à Gherdaya. Et je m'intéressais à l'approche genre, justement. J'étais chargée de m'occuper de cet aspect. Mhm. Et après ça, donc j'ai postulé dans un centre de recherche
qui s'intéresse aux énergies renouvelables. Le CDER, c'est ça? Le CDER, mais c'est l'une des unités du CDER. D'accord, pas celui qui est à Bouzela, mais voilà. Il est installé à Gherdaya. Très bien. Donc, il fallait justement réfléchir sur la jonction un peu, faire la relation du travail que j'ai fait auparavant avec, avec ce poste, ce nouveau voilà. poste, d'accord. Donc, il fallait réfléchir justement à trouver parce que je faisais de la transformation, je m'intéressais à la transformation agroalimentaire. Donc, il fallait penser justement avec les ressources existantes au niveau de l'Oasis à trouver des alternatives. Comment transformer en fait l'énergie, on va dire, la matière biologique, je peux dire ça? Biologique, la biomasse. La biomasse, voilà. Comment transformer la biomasse en énergie? Pas la biomasse, toutes les ressources potentielles. D'accord. Potentielles dans l'écosystème oasien. L'écosystème oasien constitue un modèle agroécologique à tout point de vue. Et vous voulez lui rajouter une dimension agro-énergétique. Énergétique, exactement. Super. Donc voilà ce que j'ai commencé à faire justement, c'est à évaluer ce gisement, cette ressource. Est-ce qu'elle est disponible? Est-ce qu'elle s'y prêtait sur le plan technique? Est-ce qu'elle avait des aptitudes, on va dire, biochimiques et thermiques? Et c'est le travail justement que je me suis proposé de faire sur un modèle oasien. J'ai travaillé sur l'oasis de Grara, qui est située au nord de Gherdaya, qui avait beaucoup d'atouts socio-économiques et tout. Et voilà. Donc, vous aviez déjà un modèle de référence, justement? Est-ce que ce genre de recherche avait... Vous êtes vraiment parti... voilà, vous êtes parti du début, voilà. Il n'y avait pas dans un pays, un autre pays où on a développé ce truc. Il fallait recenser toutes les ressources qui étaient potentiellement énergétiques. D'accord. Donc, bon, la ressource la plus importante au niveau de l'oasis, c'est la biomasse finicée, c'est le palmier dattier. D'accord. Et la conduite du palmier, justement, génère une quantité très appréciable de déchets. La conduite du palmier, c'est quoi? C'est son entretien? C'est son entretien. On appelle ça la conduite du palmier, d'accord. Voilà. Et les opérations culturelles qui se font de manière régulière, une fois par an. Et voilà, donc l'évaluation justement de cette biomasse m'a conduit donc plutôt elle a révélé une quantité appréciable. Qui est ça dépend. Elle dépend des cultivars considérés. Très bien. Voilà, c'est ce qui est intéressant justement dans une oasis où on dispose d'une biodiversité importante. C'est intéressant de constater ça. D'accord. Chaque cultivar génère une quantité. Voilà, mon cultivar pour les gens qui sont un peu néophytes. Cultivar, c'est pas pour dire espèce, parce que quand on parle pour la date, de ce que j'ai compris, on ne parle pas de variété, cultivar, mais on ne dit pas espèce. Parce que des fois, on a tendance à dire qu'il y a plein d'espèces de dates, mais en fait, non ce sont des variétés ou des cultivars. Voilà. D'accord. Donc, il y a une fluctuation. Chaque cultivar génère une quantité particulière. Bon, selon la conduite, bien sûr, du palmier. Vous avez, je vous ai entendu tout à l'heure, d'ailleurs, lors de votre intervention, vous nous avez cité quelques cultivars, justement, pour qu'on ait une idée. Bon, la région de Gherdaya dispose d'une trentaine de cultivars. Voilà. D'accord. Et il faut savoir que l'Algérie dispose d'1 millier à peu près. Elle est située. Bon, la Tunisie ne dispose que du tiers. Et le Maroc, du 10e, ou bien vice-versa. Bon, j'ai discuté avec notre ami là, qui a fait ce recensement. Oui. Bon, il faut savoir qu'il date quand même d'il y a 20 ans. Oui. Il me dit qu'aujourd'hui, il estime que, selon lui, il faudrait enlever 200 ouais, parce que non, même surtout, il y a une érosion. Voilà, il y a une érosion. Voilà. Oui. Donc, mais 800, c'est déjà énorme. C'est énorme, oui. Voilà. Et donc, parmi ces cultivars, vous pouvez nous en donner des chiffres pour quelques-uns, pour qu'on ait un peu le... Oui, il y a les plus importants sont le Degla RS, qui génère une quantité quand même assez importante. Vous comptez alors en watts ou en calories watts? D'abord en kilos. D'accord. Voilà.
Donc ça génère on va dire une cinquantaine de kilos. Et pour ce De- kilo-là, le rapport calorifique ou énergétique, Le rapport calorifique, alors on a un pouvoir calorifique en moyenne hein, Mhm. de 20 kWh par kilo. Voilà, D'accord, à peu près. Et c'est très appréciable en comparaison avec les biocombustibles conventionnels qui sont d'accord. utilisés voilà, de manière classique pour la production Vous d'énergie. pouvez me donner justement un exemple de la... L'acacia, L'acacia, c'est quoi c'est une biomasse lignocellulose. Mais oui, mais je veux dire, justement, le chiffre pour le ratio, il est de combien? Vous n'avez pas le chiffre? J'ai pas le chiffre, mais c'est dans cette fourchette à peu près. D'accord, 20 à 30 voilà, ok. kilowattheures par kilo. Voilà. D'accord. Et Kilowatts plutôt. ouais. Donc, vous me disiez, vous avez commencé à faire des recherches et tout. Comment vous avez procédé alors? Votre process, ce Mon qu'on demande process, toujours à... voilà, Ouais. c'était dans un premier temps, c'était de connaître d'abord l'agrosystème sur lequel je travaillais. Donc il fallait faire une typologie parce Mhm. que même dans une oasis, si on considère une oasis donnée, on a plusieurs façons de la conduire. D'accord, Il y a des mises en valeur où on introduit de nouvelles cultures, etc. Donc il fallait caractériser ces agrosystèmes. très bien. Et donc c'était la première étape pour connaître un peu la configuration de notre espace. Comment est disposée la biomasse, est-ce qu'on respecte un peu on va dire le modèle traditionnel, les densités de plantation, le calendrier culturel, il diffère d'un périmètre à un autre. Voilà. Vous avez, du coup, est-ce que vous avez dégagé des familles ou des Oui, types oui. qui Bon, qui seraient lesquels alors? il y avait donc il y a le modèle oasien, on va dire optimal, qui se D'accord. base sur le palmier dattier, où on a les 3 étages, donc le D'accord. palmier dattier, l'arboriculture fruitière et les cultures sous-jacentes. D'accord. Et c'est ce modèle-là qui se prête le plus à une valorisation énergétique. Après, qu'est-ce qu'il y aurait comme quels sont les autres modèles? C'est ça. Du coup, ça varie selon ces trois. C'est des modèles où, par exemple, le palmier dattier n'existe pas. C'est pas des modèles durables. C'est pas des D'accord. modèles sur lesquels on peut se baser pour élaborer un modèle énergétique durable et intégré. Mais je veux dire, quand je vous posais la question, quels sont si vous aviez dégagé des grandes familles d'oasis, donc vous m'avez dit il y a l'optimal, c'est celle avec 3 strates. Est-ce que Strates, est-ce que c'est les le autres modèle familles, classique. est-ce que les autres familles, en fait, ça serait justement plutôt on va dire des déclinaisons autour de ce modèle? Ça veut dire qu'il y aurait 2 strates, Tout à c'est fait. ça? Il y a des modèles, par exemple, qui sont dédiés aux cultures fourragères uniquement. Très bien. Donc, où il y a une utilisation excessive de ressources hydriques, de fertilisants et tout. Ce n'est pas du tout des modèles recommandés D'accord. pour Vous, envisager une valorisation durable et intégrée. Vous, quand vous parlez justement d'optimal, j'ai compris qu'en fait, c'est un petit peu comme votre conception de l'environnement. C'est-à-dire que c'est optimal d'un point de vue déontologique, d'un point de vue Tout à fait. écologique, d'un point de vue agronomique et même peut-être d'un point de vue de rendement. Tout à fait. Voilà, Tout à fait. ok. Parce que la biomasse, elle est disponible, on connaît, on peut établir un calendrier de valorisation. Donc, parce que ce qu'il y a de difficile avec la biomasse, c'est la collecte. Mhm. La collecte, il faut collecter, il faut préparer la biomasse pour justement pour l'injecter dans le process. Donc cette biomasse, c'est seulement des déchets de la conduite du Du palmier palmier uniquement. uniquement, Mais d'accord. ce qui est bien, c'est qu'il y a une introduction de nouvelles cultures telles que l'olivier. Donc il y a de nouveaux périmètres où il y a une introduction de l'olivier comme culture également intensive en parallèle avec le palmier. D'accord. Donc et l'olivier peut aussi constituer Être intégré dans... une source de biomasse aussi durable. Alors, votre recherche, une fois appliquée, ça donne quoi? Le modèle, comment vous pourriez nous décrire ce modèle?
Comment C'est un modèle qui ne se base pas uniquement sur la biomasse, mais c'est un modèle où la biomasse peut être associée à d'autres formes d'énergie. un mix énergétique. Exactement. Elle peut être complémentaire, par exemple, la nuit, Avec le solaire. quand il n'y a pas de soleil la nuit. Exactement. Avec des énergies fossiles éventuellement. Mhm. Mais on privilégie on va dire l'association d'autres énergies renouvelables telles que le solaire, La géothermie, l'éolien, vous m'avez la dit. géothermie qui existe aussi au Sahara. On va y revenir après parce que c'est très intéressant ce que vous avez dit à ce propos. Donc en fait, comment ça fonctionne? Il y a un four, c'est une centrale. Comment? En fait, on a plusieurs procédés. Il y a des Alors. procédés thermiques et des procédés biologiques. Les procédés thermiques, on a une gamme variée. Donc, on a la combustion, on a la pyrolyse, on a la gazification. Bon, moi, j'ai étudié deux procédés. Les deux premiers procédés qui sont la combustion, qui existe depuis la nuit des temps. D'accord. Voilà, et la pyrolyse. Pyrolyse, donc vous m'avez dit c'est une combustion sans oxygène, c'est ça? Voilà, qui est sans. Voilà. Et bon, les procédés biologiques sont essentiellement la fermentation. Pour faire le biogaz. Le biogaz, voilà, le bioéthanol, le biométhane. Donc, on peut produire ces deux biocarburants à partir de déchets de palmier ou bien d'éjections humaines, animales, etc. Oui, Voilà. c'est vrai qu'on peut intégrer ça. Donc en fait, quelque part, ce que vous êtes en train de me dire, c'est qu'il n'y a pas vraiment de modèle absolu. Chaque oasis, chaque contexte, on va lui choisir voilà. le modèle qui correspond le mieux aussi. Par exemple, il y a beaucoup d'animaux. En parallèle, il y a un élevage assez important. On va réutiliser cette biomasse. C'est ça que j'ai compris. Mais pourquoi je vous ai parlé tout à l'heure du modèle optimal? Le modèle optimal, il intègre justement l'élevage animal comme source de revenus pour les agriculteurs. Il intègre la finiciculture. Il intègre en fait tous ces éléments qui sont indissociables de l'écosystème oasien. Vous nous avez dit aussi que par rapport au gaz à effet de serre, quand même qu'il y avait une attractivité quand même pour ce procédé, qu'il était assez intéressant à ce niveau-là, au niveau des réductions des gaz à effet de serre. Vous pouvez nous l'expliquer? La composition, les analyses chimiques que nous avons faites révèlent justement une faible teneur en azote et en soufre. Et ces deux éléments sont responsables justement des gaz à effet de serre. Donc, c'est un critère avantageux. Avantageux, ouais. Voilà, exactement. Et vous voyez comment alors du coup l'avenir de votre travail? Est-ce que vous êtes soutenu? Est-ce qu'aujourd'hui on vous soutient dans l'application de vos recherches? Est-ce qu'il y a vous avez, je sais pas, peut-être même des privés qui sont intéressés pour... Je pense que surtout pour la combustion qui est facile à réaliser. Parce que les chaudières existent depuis la nuit des temps. Je pense qu'on peut vite adapter un process et l'appliquer à petite échelle. À petite échelle, d'accord. Mais vous pensez qu'on pourrait le faire à une échelle plus grande si on s'en donnait les moyens? C'est possible, mais je privilégie les petits. Vous aimez la taille humaine, vous restez dans l'esprit de la... Je comprends, vous aviez envie vraiment de faire quelque chose, un projet à taille humaine. Alors pour terminer, parce que là déjà quand même vous m'avez consacré beaucoup de temps et je vous remercie beaucoup. Hein. J'espère que je vous ai pas trop embêté avec mes questions, mais c'est tellement intéressant ce que vous êtes en train de développer. Alors, à l'heure où on parle des capacités énergétiques du Sahara, alors on sait le fossile, il n'y a pas de problème là-dessus. Le solaire, on sait aussi que c'est possible. Disponible, voilà. gisement important. Le vent alors? Le vent, il y a un gisement, on va dire, modéré. 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 J'ai pas de chiffres exacts. Déjà à Adrar, je pense qu'il y a des éoliennes, il y a des essais qui sont faits au niveau de Adrar, mais je pense que le gisement n'est pas aussi important que le solaire. D'accord. Voilà. Je crois que c'est au Maroc plutôt, de ce que j'ai entendu. Est-ce que c'est peut-être avec l'Atlantique, justement, je ne sais pas, mais j'ai cru comprendre que le Maroc avait un meilleur potentiel éolien. Après, je me pose la question, il y a peut-être certaines régions
des localités chez nous en couloirs, Algérie, fait, oui. où il y a des couloirs quand même qui Des sont... couloirs, mais J'ai le souvenir quand même dans le désert, dans certains endroits. oui. Par exemple, quand j'étais dans le Céphar, les hauts plateaux, le plateau de Céphar, excusez-moi, j'ai eu cette impression qu'il y avait quand même du vent. Ou à Tamanrasset aussi, voilà. Adrar, je pense. Adrar, Adrar, d'accord. oui. Géothermie, Géothermie, bon, il y a Zelfana ou Ardaya. c'est déjà exploité à Zelfana Euh, pour faire de l'énergie? non, non, non. Il n'y a pas d'application. Il n'y a pas d'application. réelle, ouais. Mais il y a un potentiel réel qu'on peut exploiter. Ouais. Si vous deviez hiérarchiser justement toutes ces potentialités d'énergie renouvelable, vous mettriez le solaire en premier, naturellement. Voilà. Après, Peut-être la géothermie, mais elle n'est pas disponible partout. Mhm. La biomasse aussi. La biomasse, ah ouais, la biomasse, vous la mettriez avant, ouais, avant le vent. Avant le vent, parce que le vent n'est pas disponible partout. D'accord. Donc la biomasse, parce que elle peut être générée par des activités, d'autres activités telles que l'industrie agroalimentaire, les activités ménagères qui génèrent aussi des déchets qu'on peut, D'accord. les déchets humains, etc. On la trouve un peu partout, mais la difficulté avec la biomasse, c'est sa collecte. Voilà. Et sa nature, parce que produire de l'énergie avec de la biomasse exige une certaine qualité du déchet. Voilà, une certaine technicité, on va dire. En plus, parce qu'il faut trier le déchet. Oui, voilà, parce que... Oui, excusez-moi, mais oui, voilà, parce que moi j'ai beaucoup entendu justement parler de ça. Il y a des pays qui incinèrent beaucoup, il y a des pays même qui arrivent à se targuer, comme certains pays nordiques, de recycler quasiment tous leurs déchets parce qu'ils les mettent dans des centrales d'incinération. Ouais. Mais de ce que j'ai compris, la qualité calorifique ou l'efficacité calorifique, elle n'est pas toujours au rendez-vous. Et par contre, avec ces incinérations, est-ce qu'il n'y a pas des dangers de pollution? Si, bien sûr. Hein? C'est ce qu'on disait tout à l'heure pour les teneurs en soufre et en azote. Il y a des éléments qui génèrent justement. Qui génèrent plus. Par contre, le palmier, pour le coup, les déchets du palmier. Pour le coup, parce qu'il n'y a pas de traitement, on va dire. Il n'y a pas beaucoup d'utilisation de fertilisants industriels et tout. D'accord, pour le palmier. Pour le moment. Pour le moment, voilà, ouais. D'accord, donc, mais par contre, on est d'accord que si maintenant on se mettait à incinérer, à produire de l'énergie avec les cultures industrielles, voilà, les déchets de nos poubelles en plus qui sont mélangés, humidifiés, ça, il y a quand même tout un processus. Et c'est ça justement la difficulté avec la biomasse, c'est ce tri-là, parce que la nature de l'énergie qu'on veut collecter dépend de la composition de notre biomasse de départ. Une biomasse acarifère peut générer un certain gamme de biocarburants, une biomasse oléagineuse génère une autre gamme, etc. Donc une classification et un tri est obligatoire au départ. Et du coup, ça va être compliqué aussi. Alors c'est peut-être compliqué parce que du coup, comme les habitudes de consommation, elles varient, on n'est pas sûr d'avoir un gisement régulier en fait. Non, mais le déchet, il est là. Mais je veux dire, il y a des périodes, imaginons peut-être, alors je suis peut-être trop précis, mais il y a peut-être des saisons où les gens ils mangent plus tel légume, ou ils produisent plus tel déchet que d'autres, donc ça sera forcément Justement, on adapte d'accord. Le procédé selon la composition du déchet. Vous y croyez à la transition énergétique en Algérie? Oui, pourquoi pas? Vous y croyez de façon... la scientifique y croit, mais est-ce que vous pensez que maintenant Réellement, c'est difficile parce que les autres, on va dire le prix des autres carburants il peut concurrencer. D'accord. Voilà. Et vous pensez que le gaz de schiste, on va y passer? Je n'ai aucune idée sur la question. Hein, ouais. Enfin, il faut bien étudier la question. Mais pour le coup, et ça sera vraiment ma dernière question, est-ce que vous ne pensez pas c'est la question que j'ai un peu posée à tout le monde, et j'aimerais avoir votre avis de scientifique. Est-ce que vous pensez que si le modèle agroéconomique qu'on a envie de développer dans le sud
donc avec ses impacts sur l'eau, ses consommations d'eau, la chimie intense qu'il va faire, les forages, donc les trous et tout. Est-ce que vous ne pensez pas que, même si vous n'avez pas une idée précisément des dangers du gaz de schiste, vous ne pensez pas que quelque part ça peut être un danger similaire en fait, si c'est mal fait? Vous ne pensez pas que l'impact de cette agriculture, parce que souvent, c'est ce qu'on entend un petit peu, les gens qui ne connaissent pas bien le Sud et tout, vous dites oui, mais laissez l'eau de l'Albien pour l'agriculture, ne faites pas du gaz de schiste, et je leur réponds souvent qu'ils ne se rendent pas compte que c'est Moi, je pense passer de la peste au choléra, non? Moi, je pense qu'il n'y a pas de risque zéro. D'accord. Donc, je pense que l'Algérie dispose d'un gisement, comme je l'ai dit tout à l'heure, très varié et Voilà. un gisement renouvelable, notamment le Sahara. Il abrite un gisement renouvelable important, varié. Donc, je pense On a que ça compris peut votre message et la prudence du scientifique. Vous avez raison. Et ça peut créer des emplois. Ce sont des énergies propres qu'il faut encourager. Qu'il faut encourager. Voilà, ça veut dire quelque part, et ça sera la conclusion, vous êtes en train de dire qu'on a le choix, on a l'embarras du choix, que chacun de ces choix, si la gestion qui suit derrière est de bas en haut, si les citoyens jouent le jeu et si les autorités jouent le jeu et s'il y a tout un écosystème qui se fasse, quel que soit le choix, ça sera pertinent. Du coup, choisissons le moins polluant. Le moins polluant, tout à fait. Je vous remercie beaucoup, hein, c'était très très intéressant. Merci et puis on souhaite longue vie à votre association. Merci. Et puis vous me donnerez le lien, comme ça peut-être que sur la vidéo, je mettrai le lien de votre association. Merci. Je suis sûr qu'il y a plein de gens qui auront envie d'y participer découvrir. d'y participer. Merci.